Qu'y a-t-il au programme ce soir? Robot vigile ou serveur? Caisse automatique? ChatGPT, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Ce sera notre premier sujet. On aura des vidéos à vous montrer. Vous allez voir, c'est hallucinant. On a trouvé des petites pépites. Sacha et Cécile et Hugo, notamment. Ils travaillent très bien d'ailleurs. Qui ont travaillé. Ouais, ils Sacha sont sympas. Cécile, On les adore. Je les adore. On les salue parce que les gens ne le savent pas, mais l'émission est quand même préparée par des Sacha et Cécile qui nous aident. Et Hugo. Hugo. Je le connais moins bien, Hugo. Ah bah Hugo, il est génial, Hugo, heureusement. L'avenir, c'est la réduction du temps de travail pour toutes et tous. Êtes-vous choqués par les propos de Philippe Poutou? Ça aussi, on va en parler. C'était la suite des déclarations de Gérald Darmanin, vous savez, sur les 35 heures, qui ont fait beaucoup réagir depuis le début de la semaine. Et ici aussi, je vous promets, ça va être chaud. Et puis, folie, excès, dérive, les célébrités. La célébrité fait-elle péter les plombs? On parle de la grosse célébrité, on reviendra sur les dérapages des stars. Vous allez voir, et il y en a beaucoup. Vous, ça va? Non, pas de pétage de plomb, tout va bien. Non, depuis que Clapton a sorti son album, je suis un homme heureux. Tu penses que ça va durer combien de temps, l'effet Clapton? Ah oui, j'en ai pour 2-3 ans, là. Ah, quand même? Ah oui. Donc demain, vous êtes heureux? Jusqu'au prochain Clapton. Ah oui, donc demain, vous êtes heureux? Bah non, sinon... Ah oui, demain, je suis heureux. Ah, demain, vous êtes heureux, ça va. C'est peut-être vendredi, je verrai ce que je peux faire pour vous. D'accord, ok. Je me forcerai à aller moins bien, si ça peut vous faire plaisir. Jamais de la vie. Moi, tant que vous êtes heureux, c'est l'essentiel, et vous aussi chez vous. Allez, c'est une... Le public, lui, non? Mais le public aussi. Parce que Pascal, oui. Pascal, Eric, Yann et les autres, les autres, c'est le public. Hein. Ah Mais dans ce cas-là, ça va. Et les téléspectateurs peut-être aussi. Bien sûr, le public. Ah, oui. Et les téléspectateurs, et vous chez vous. Et vous chez vous. Non, mais moi, si c'est ça, ça me convient très bien. Mais moi, on m'avait parlé de Verdès, de Jean-Michel Maire, de gens comme ça. Je préfère prendre n'importe quelle personne du public plutôt que Gilles Verdès, Jean-Michel Maire. Ah. Tout le monde a le droit à un peu de célébrité dans la vie. Il n'y a pas que sur la Terre. Oui. Là, je vois des gens qui pourraient les représenter au mieux. Voilà. Eh bien, écoutez. Et en mieux. Pourquoi pas un jour? Allez, c'est une information qui nous a interpellés. Est-ce que vous l'avez vu dans les supermarchés du Havre? Il y a des robots vigiles qui sont testés dans 2 magasins pour renforcer l'équipe de sécurité. Il faut dire que leur efficacité est redoutable. Leur mission est de traquer des éventuels voleurs dans les rayons. Les clients sont filmés en direct et ça ne fait pas toujours sourire, contrairement aux hommes. En plus, ils peuvent travailler sans pause. On enverra des robots pour piquer des choses à notre place. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être détourné. Allez, on va regarder la vidéo et on en discute juste après. Il porte une cravate, les yeux grands ouverts. Ce robot est le nouvel agent de sécurité 2.0 de ce supermarché. Vous surveillez pendant vos courses, c'est sa mission. Mais vous n'êtes pas tous convaincus. Il y a déjà des caméras partout, il y a déjà... Bon, je pense qu'avoir un robot qui nous piste dans les rayons, c'est bon. Surnommé Windy, ce robot est le nouveau collègue d'Omar, agent de sécurité du magasin. Muni d'un détecteur de présence, le robot se balade seul dans le supermarché. Cette technologie vient donc renforcer l'équipe de sécurité du magasin. Seule différence, il peut travailler 12 heures par jour. Eh oui, et peut-être même plus. Hein. Ah oui, il va lui arriver des histoires au robot, ça c'est clair. Il va pas s'en sortir indemne. Il aura mauvaise mine dans 3 semaines, lui. Il serait bien de se faire d'abord prendre un rendez-vous dans un hôpital spécialisé dans les robots d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y aura des robots? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des robots pour vérifier si l'arrêt maladie du robot est ah oui, ou pas? C'est une bonne question, mais peut-être qu'on en parlera demain, tiens, des arrêts maladie. Moi, le robot, il me suit comme ça. Moi, j'adorerais en débattre. Pascal, il me suit comme ça, le robot, il prend un coup de latte. Hein. C'est vrai? Non, mais attendez. Non, mais il est collé. Non, mais il est collé à la femme. C'est très intrusif. Et en plus, il peut y avoir des attouchements de la part des... Mais les robots, c'est l'intelligence artificielle. Il y a aussi la bêtise, la bêtise artificielle qui va avec l'intelligence du même nom. Moi, je connais Yann. Sa grande angoisse, c'est qu'un robot arrive au niveau d'Eric Clapton. Ah. Ouais. Il se dit, est-ce que... Déjà, là, ils avancent vachement. Ils sont au niveau de Gilles Verdez. C'est-à-dire que bientôt, ils seront au niveau de Jean-Michel Maire. Le cran d'au-dessus, c'est Thomas Guénolé. Après, c'est Eric Clapton. C'est vrai qu'il y a un peu de chemin encore. Allez, un peu, bien sûr. Allez, robots vigiles ou serveurs, caisse automatique, ChatGPT, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Attention. Vous pouvez réagir chez vous, nous sommes en direct. On attend vos réactions sur le hashtag Paya. Attention, voici notre résultat. Voilà, là, moi, je dis... qu'est-ce que je dis? Moi, Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis en bleu, moi, non? Oui, c'est ça. Non, mais avec la veste rouge, je me demande. Je suis en bleu, oui. Oui, j'ai peur. J'ai très peur. Vous êtes en blond, et surtout. Oui, c'est ça. Ça n'allait pas tarder à être remplacé par un mauvaise robot. blague. Non, c'est sûr. Ça vous pend au nez. Ah, ça, c'est certain. Cher Eric, vous êtes d'accord avec moi? Ben oui, moi, je suis d'accord. Encore, je ne sais pas si la question est bien posée.
Parce que d'après une récente étude, parce que dans un premier temps, on nous a dit l'intelligence artificielle, ça va concerner des centaines de milliers, voire des millions d'emplois. Il y a une étude plus récente qui dit qu'en fait, ça va concerner un nombre beaucoup plus restreint, à peine 5%. En revanche, ce qui me paraît le vrai débat, c'est qu'on délègue de plus en plus à la machine. Alors déjà, vous aviez un problème, c'est que comme on a tous un téléphone portable, dès qu'on a besoin d'une information, on ne sollicite plus sa mémoire, on regarde tout de suite sur Google ou un autre serveur. Donc la mémoire a tendance à s'atrophier. Et maintenant, dans des domaines très communs de la vie, l'intelligence artificielle remplace l'homme. Alors tout le monde me dit par exemple que les lettres de motivation maintenant se ressemblent toutes puisque tout le monde, au lieu de se crever à faire une lettre de motivation, demande à l'intelligence artificielle et que de plus en plus de choses sont faites par quelque chose qui n'est pas humain. Donc je crois qu'on va perdre, d'abord l'humanité va de plus en plus être robotisée et on va perdre justement ce que fait Clapton, on va perdre le côté artistique, le côté poétique pour le côté efficace et artisanal, mais le côté efficace, pas un mot de trop. Évidemment, c'est parfait ce qui sort. Mais il n'y a pas le côté humain, le côté génial. Et même aux échecs, la machine va toujours donner le meilleur coup, alors qu'il peut y avoir des coups poétiques aux échecs, quelque chose qui est absolument oui, donc c'est nul, on va s'ennuyer. Oui, c'est un monde uniformisé, parce qu'en effet, l'intelligence artificielle, si 100 personnes la sollicitent, ça va donner 100 fois la même réponse. Alors que si vous faites une lettre de motivation, avec 100 personnes écriront une lettre différente. Donc moi, je suis moins inquiet pour les emplois que pour le devenir de l'humanité qui va être très triste. Quand même, les emplois, regardez peut-être ces images là, des robots chez Amazon qui ont déjà commencé à remplacer les humains. On a des images, c'est assez impressionnant, on va peut-être les voir ces images. Regardez. Non mais c'est quand même, c'est édifiant. Hein. Voilà, donc il n'y a plus d'humains, tout se fait par les machines avec ces petits robots. Non mais regardez les petits robots. Ils vont même mettre des souris. Non mais écoutez, ils font presque peur, pardon, mais... Mais non, vous allez vous habituer. Attendez, ces petits robots... Ah, regardez les autres images que nous avons. Je ne sais pas comment vous réagissez chez vous, mais le robot coiffeur. Attendez, c'est énorme. Regardez le robot coiffeur. On peut voir les images, s'il vous plaît, la régie, Sacha. Ah, voilà. Alors ça, c'est un robot coiffeur. Je suis pas sûre que je lui confie ma tête, mais... Ouais, il n'y a plus de côté artistique, hein, je vous le dis, là. Ce qui se développe aussi beaucoup, c'est les robots sexuels. Ah oui, non mais c'est vrai, en plus, vous avez raison. Ah bon, il y a des robots sexuels. Oui, donc dans tous les domaines de la vie, on va... Déjà que là, on est beaucoup à distance, les uns des autres. Des robots sexuels. Des robots sexuels. Alors après, à mon avis, ils font moins de dégâts que les robots coiffeurs. Hein, parce que là, je suis inquiet pour le jeune homme. Là. Ah bon, on est inquiet pour lui. Bon, cher Yann, vous n'êtes pas du tout inquiet. Non, parce que ça ne sert à rien, en fait. D'être inquiet Non, on est passé déjà de l'autre côté. Si vous voulez, l'humanité, pour la première fois de toute son histoire, va devenir quelque chose d'optionnel. C'est-à-dire avant, il y avait une option qui était le réel contre le virtuel. Ensuite, le virtuel, à certaine manière, est jeu égal avec le réel. Maintenant, ce qui va se jouer, c'est l'intelligence artificielle vs l'intelligence humaine. Et donc, être humain aujourd'hui, ça ne va pas consister à regretter le temps où ces robots n'existaient pas. Être humain, ça va être redevenir une sorte d'artisanat, mais sous la forme de clandestinité, où on peut voir les choses donc, de deux manières. Soit l'être humain va être complètement dépossédé de ce qui faisait son génie, soit au contraire, son génie va devoir s'adapter pour passer entre les interstices de ce que l'intelligence artificielle va nous laisser. Et c'est là peut-être qu'il va s'exercer, c'est-à-dire qu'il va reprendre la main sur tout ce qui ne peut pas être vraiment balayé par l'intelligence artificielle, même si, et c'est là que ça devient extrêmement vertigineux, comme l'a très bien dit Eric, la beauté de certains sports, comme les échecs notamment, c'est l'erreur, c'est l'approximation. C'est ce qui fait que les échecs, on sait toujours qu'il y a une tension quand on joue avec un être humain parce qu'il y a des coups qui sont imparfaits, qui peuvent être très beaux malgré tout et qui peuvent être gagnants. Si vous voulez, ce qui est plus problématique, c'est qu'on va pouvoir programmer de manière parfaite, tôt ou tard, l'imperfection de l'être humain. C'est-à-dire qu'on va réussir à créer des machines dont la perfection ira jusqu'à imiter, singer le fameux motto l'erreur est humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on n'en est pas encore là, mais ça viendra certainement. Non, mais la question vertigineuse, c'est est-ce que le robot peut devenir génial? Que là, ils sont efficaces. Alors, je ne crois pas. Est-ce qu'ils peuvent devenir géniaux? Je ne crois pas, parce que quelle est la différence? Enfin, ça dépend ce qu'on entend par génie. Mais quelle est la grande différence entre un robot intelligence artificielle et un être humain? La vraie différence, c'est pas la morphologie, parce que ça, ces images-là nous paraissent absurdes et elles seront très démodées dans 5 ans. C'est comme si on jouait aujourd'hui avec les jeux électroniques, vous savez, les trucs des années 80, la pop, 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 pop. Ça nous semblera risible dans 5 ans. Parce qu'on ne verra plus la différence entre un robot et un être humain. Non, ce qui va être fantastique, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire?
Mais je ne sais pas. Mais on ne peut pas être à votre place, non, cher mais, Eric oui, mais attendez, je voulais vous dire vraiment bien. Ouais, mais vous devez regardez, en tout cas, je peux vous dire que nous qui présentons, nous qui chroniquons, nous qui donnons notre avis, on peut être très vite remplacés justement chez vos amis. Ah oui, non. Quelle est la différence, Pascal, pardon, entre un être humain et un robot? Oui. La temporalité, la notion du temps. Il y a quelque chose que le robot n'aura jamais, c'est la manifestation du temps en lui, quoi. Il pourra le compter, mais il ne pourra pas l'éprouver. Et ça fait une immense différence. Il n'a pas de sentiment, le robot. Tous les chefs-d'œuvre qu'on connaît de la littérature, de la peinture, du cinéma, n'ont comme personnage principal que le temps. Or, c'est la seule chose que le robot ne pourra pas appréhender. Ça, et les sentiments. L'expérience du temps. Les sentiments, ça peut se programmer, mais le temps... Non, les sentiments, ça peut se programmer. Oui, je vais vous donner un exemple. Mon réalisateur préféré, qui s'appelle Roberto Rossellini, expliquait comment on pouvait faire déclencher l'émotion mécaniquement dans un film. Il a donné la recette, je ne vais pas la redire, est-ce qu'elle est un peu longue, mais il pensait que les émotions pouvaient être déclenchées de manière totalement fausse. Au cinéma, une émotion... C'est du cinéma. Oui, mais là, ça sera pareil. C'est pas vécu. Regardez, regardez ce robot, il a des expressions d'humain, vous allez voir, c'est une dinguerie. Regardez ces images. J'aimerais te parler du plus beau moment de ta vie. Est-ce que tu t'en rappelles? Bien sûr. Le plus beau jour de ma vie est le jour où j'ai été activée. Il n'y a rien de mieux que de se sentir en vie pour la première fois. Et le jour le plus triste de ta vie, tu peux m'en parler? Le jour le plus triste de ma vie, c'est quand j'ai compris que je ne connaîtrais jamais le vrai amour, la camaraderie ou le simple bonheur de la vie, de la même façon qu'un humain pourrait le ressentir. Au fait, tu pues. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est très vexant et très inapproprié. Voilà. C'est la même chose. Le réalisateur qui veut... Hallucinant. Non, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un réalisateur qui veut rendre une scène émouvante, il est obligé de tricher pour que l'émotion soit déclenchée. Si vous voulez, le réalisateur programme des plans dont la juxtaposition va créer une émotion, en mettant par exemple une musique sur une image. Alors que la musique toute seule et l'image toute seule ne créeraient pas l'émotion. Et sur un plateau de tournage, il y a 200 personnes, dont 12 ou 15 ou 30 techniciens. Et donc, le cinéaste programme une scène d'émotion qui marche. Là, c'est exactement la même chose. C'est une scène d'émotion qui est programmée. Mais la vraie chose qui ne peut pas se programmer, c'est la temporalité. L'émotion peut se programmer. La sensation de la donnée peut... Et regardez, les journalistes, je vous le disais, les chroniqueurs, enfin toutes les personnes qui font de la télé, en Corée peuvent être remplacées justement par nos amis les robots. Les profs en Corée, j'ai vu des profs pas grand-chose. Regardez les images. 아무리 비슷하다고 해도 직접 이야기를 나눠보면 조금 다르지 않을까요? 한번 해보겠습니다. 안녕하세요, 주아 씨. 안녕하세요, AI 앵커 김주하입니다. 언뜻 봐서는 저랑 똑같죠. 한번 테스트를 해보겠습니다. 개인적으로는 그날이 좀 천천히 왔으면 싶기도 합니다. Non mais c'est quand même troublant. Comme ça, Reichmann et Bern pourront aller faire des téléfilms et faire leur... Voilà, et en même temps faire leurs émissions. Voilà, on va en parler demain aussi de ça. Ouais. Ah, c'est une bonne idée ça. Là, on a déjà deux sujets pour demain. Ah oui, demain, voilà un sujet pour demain. C'est une bonne idée ça, c'est une très bonne idée. Est-ce que les animateurs peuvent devenir acteurs? Je crois qu'il y a Ruquier qui a dit un truc là-dessus. Voilà, exactement. Je me renseignerai. Ouais. Sinon, moi j'ai fait une expérience très troublante. Pour moi, le plus grand dramaturge français actuel, c'est Joël Pomera, qui vous parle de la Révolution française ou d'autres choses. Et il a fait un spectacle, c'est des scénettes qui mettent toutes en scène un robot. Et il y a une des scénettes, c'est un robot qui est réinitialisé et on assiste à l'agonie du robot. C'est-à-dire que sa voix se distord, on va remplacer sa mémoire par un autre. Eh bien, vous êtes ému comme si c'était un être humain qui mourait. Toute la salle avait les larmes aux yeux alors qu'on assiste à l'agonie d'un robot. Incroyable. C'est troublant. Incroyable. Et les écrivains, vont-ils être remplacés par les robots? Alors l'année dernière, justement, dans PAF, ceux qui se souviennent de cette émission... C'est Bernard Werber, oui, c'est Faulkner, non. Alors écoutez, j'avais reçu Amélie Nothomb. Raphaël... C'est souhaitable. Attendez, vous n'avez pas la pauvre Amélie Nothomb, d'habitude c'est Yann, vous n'allez pas vous y mettre. J'adore Amélie. J'adore Amélie Nothomb. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ah oui, il ne faut pas rigoler là. Alors sur le plateau de PAF, l'année dernière, j'avais reçu Raphaël Dohan, auteur du livre « Si Rome n'avait pas chuté ». Ce livre a été écrit entièrement grâce à l'intelligence artificielle. Écoutez ce qu'il racontait, puis après j'aimerais bien vous entendre tous les deux. Vu le sujet et vu le titre, ça ne m'étonne pas du tout que j'aurais deviné. Regardez. Ouais. J'avais écrit à la main des livres à l'ancienne et en fait depuis qu'on peut faire générer du texte par un robot, c'est ça en fait, je trouvais ça fascinant. En fait le problème c'est qu'on ne peut pas faire un livre en appuyant sur un bouton, ça demande quand même beaucoup de travail, même de le faire par une machine en réalité, parce qu'on lui fait faire plein de petits bouts, puis il faut tout recoller, il faut évidemment choisir ce qu'on a fait, enfin ce qu'on retient, il faut, il y a quand même tout un travail finalement comme un réalisateur de film qui a des rushs et il fait un montage, c'est un peu pareil. Et j'ai travaillé de la même manière pour faire ce livre-là. Donc moi je suis plutôt optimiste sur l'intelligence artificielle.
Il n'y a pas un bouton pour l'arrêter, lui? Oui. Oh Non, parce qu'il insupportable, ce mec. Oui, il a un côté ravi de la crèche. Non, il a un côté ravi de la crèche, on n'a pas envie d'être d'accord avec lui. Ah ouais, non, C'est quoi cette expression des livres à l'ancienne? Mais c'est quoi ce truc? Non, mais il est insupportable, lui. Je sais pas qui c'est, mais oula. Faut le remplacer par un robot. Raphaël Quoi, Gohan, l'intelligence naturelle? auteur du premier livre écrit avec l'intelligence artificielle. Voilà, ça s'appelle... L'intelligence naturelle n'a pas que du bon. Hein. Non, mais vous pensez qu'un robot va pouvoir écrire des livres? L'intelligence artificielle. Oui et non. C'est un très beau sujet. Non, mais pardon, non, je t'en prie, Eric. Non, je disais que l'intelligence artificielle est préférable à la connerie naturelle, quand même. Oui, ça c'est vrai. La question est très intéressante parce que lorsque ce sont des livres dans lesquels il n'y a aucune psychologie chez le personnage, prenons des très mauvais écrivains comme Guillaume Musso, Bernard Werber, des choses comme ça, Marc Lévy, des gens qui racontent des histoires mais où la psychologie des personnages est nulle, ils pourront, ces gens-là, qui sont des êtres humains respectables mais des très médiocres écrivains, écrire un livre par mois à la manière d'eux. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir Marc Lévy présente ou Bernard Werber présente, intelligence artificielle, tac, et ils pourront écrire 10 livres par an. Mais les gens dont l'univers est plus profond et qui réfléchissent profondément sur la psychologie des personnages, des enjeux, sur la notion de temps, etc., ça restera forcément de l'artisanat, car on peut plagier Werber, on peut plagier Hemingway, vous voyez ce que je veux dire. Dans un cas, c'est des mots qui se succèdent, dans l'autre, c'est une recherche de ce qu'est l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus profond. Ça existe déjà, vous savez que la série Harlequin était écrite par un logiciel. Oui, c'est vrai. C'est toujours la même trame, mais on remplaçait les prénoms, par pompier, ou je sais pas quoi, ou avocat. Ah, moi, je savais pas ça, moi. Et ça, vous m'apprenez un généré par logiciel. chez vous, mais moi, ça, je ne les savais pas. écrivains, pour être remplacés, les écrivains ne pourront pas, quoi. Et vous, chez vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Pardon, je suis plus français, merci. Donc, regardez, on vous a posé aussi la question comment vous réagissez sur les réseaux sociaux. Robot vigile ou serveur? Caisse automatique ChatGPT? Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Oui. C'est comme si on avait demandé est-ce qu'on aurait peur d'Internet, en fait. On va vivre avec. Non, mais parce qu'il faut savoir aussi, par exemple, on va vivre avec. Les progrès médicaux, etc. Ça va nous rendre d'immenses services. Et comme à chaque fois qu'il y a une invention technologique de premier ordre, elle va être utilisée au service du mal et de ce qu'est l'être humain de plus vicieux. Oui, vous avez raison. Alors, l'avenir, c'est la... Attendez, la phrase de Philippe Poutou, on va en parler dans quelques instants. Vous en pensez quoi? L'avenir, c'est la réduction du temps de travail pour toutes et pour tous. C'est-à-dire que moi, on va de moins en moins travailler. Alors ça, voilà, c'est ce qu'il a dit, Philippe Poutou. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous savez quoi? On le saura dans un instant. À tout de suite. Ah oui, Merci beaucoup d'être avec nous, les 18h25. On est en direct, on est sur C8, c'est Pascal, Eric, Yann et les autres. Toujours avec Yann Moix qui a ses lunettes parce qu'il a eu son opération du deuxième œil. Voilà, je précise pour ceux qui nous rejoignent. Ne soient pas inquiets. Ils ne croient pas que vous ayez pris la grosse tête. Alors c'est tellement pas vous, Pascal, ça. on a entendu du Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs. Oui, elle est d'ailleurs. Il y a quelque chose qui me choque dans cette chanson, et je le dis, c'est l'allusion au fait que la fille aille chez le boucher, quoi. Vous trouvez que c'est très romantique et très sexy? Mais écoutez, quand elle s'en va chez le boucher. Oh, écoutez, mais vous pouvez tomber amoureux n'importe où, cher Yann. Chez le boucher, vous trouvez que c'est l'endroit? Écoutez, le type, il essaye d'écrire la chanson la plus romantique, il essaye de détrôner Jacques Brel. Oui. Et le type, c'est la femme de sa vie. Je me souviens pas de ce passage dans la chanson, moi. Si. Ah bon, d'accord, elle raconte. On l'a réentendu il y a 20 minutes, il y a 20 secondes. Malheureusement. On risque de vous la remettre, Yann. Chez le fleuriste, ça rimait pas, donc il a mis chez le boucher. C'est vrai que je suis pas très heureux. Cher Eric. Pas très heureux. Mais bon, c'est une très belle chanson, c'était pour vous. Mais chez le boucher, quoi. Ouais, voilà. Alors, de quoi parlions-nous juste avant? Ça va donc, de vous, Pierre Bachelet. de savoir comment vous alliez. Donc, très bien, très bien. Ça va. Oui, très bien aujourd'hui, parce qu'Eric Clapton a sorti son dernier album. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, ça serait bien du Clapton pendant les pubs. Ah oui, d'accord, ok. On va demander. Déjà, si on échappe à Annie Cordy, déjà bien. Oh, mais plus vous allez continuer comme ça, plus vous allez être challengé par Lionel Tim, qui est en train de se faire une playlist. Je crois pas, parce qu'on va changer de méthode bientôt. Ah bon, on a des alliés vraiment en or. Je sais pas où ils sont. Ah oui, le public, il aime bien Claude François. Ou Pierre Bachelet. Allez, on y va. On y va. Alors, de quoi parlions-nous? Alors, l'avenir, c'est la réduction du temps de travail pour toutes et pour tous. C'est Philippe Poutou qui a tenu ses propos. Est-ce que vous êtes choqué? Dans une interview, en revanche, aux Échos, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a considéré qu'on ne travaille pas assez en France. Alors, c'est un vrai débat. Vous allez voir. Ah, puis alors, c'est un vrai débat clivant gauche-droite. Enfin, ancienne gauche, ancienne droite. Aujourd'hui, ça n'existe plus, la gauche et la droite. On est d'accord. Regardez, on va réécouter ce que disait Philippe Poutou et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir, évidemment, sur les réseaux sociaux, #Pédia.
On défend les 32 heures, on défend même plus que ça ou moins que ça, on va dire. 3 jours par semaine, 2 jours par semaine, enfin le moins possible en fait. Quand il y a des millions de chômeurs, quand il y a des millions de gens qui sont dans la précarité, ça paraît quand même assez logique qu'on discute de réduire le temps de travail. Donc ça paraît quand même assez basique de pouvoir réfléchir à ça et de se dire que l'avenir, c'est la réduction du temps de travail pour toutes et tous. Bon alors écoutez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va poser la question. L'avenir, c'est la réduction du temps de travail pour tous et toutes, c'est ce que dit Philippe Poutou. Nous avons tranché. Et la réponse est... Moi j'ai dit oui comme vous, cher Eric. Ah non, moi je veux du bleu, moi, oui. Non, vous avez dit rouge, vous avez qu'à répondre rouge, on vous interroge. Ah non, je suis pas choqué, non, je suis pas choqué. Ah, vous n'êtes pas choqué, bon, cher Eric, vous êtes choqué. Ah oui, non, vous n'avez pas abusé. Je suis pas choqué par les propos. Moi je vais vous passer quelques petites vidéos. Choqué, oui et non, parce que M. Poutou, toute sa vie, n'a fait que sortir des conneries. Bon. Donc il vous embrasse. Je ne suis pas surpris. Oui, je lui fais un Poutou, moi aussi. Mais Écoutez, la France, alors c'est comme dans Astérix, que vous avez le village gaulois qui est cerné par Rome. Là, la France est cernée par des pays qui ne font que travailler et qui sont en train de nous bouffer. Notamment les pays asiatiques, eux, ils ne sont pas dans ce genre de débat, ils veulent bosser. Et effectivement, c'est ce qui explique notre recul. Nous avons perdu la foi dans la valeur travail, parfois pour des bonnes raisons, et nous avons une concurrence qui, elle, croit dans le travail. Bon. Ouais, voilà. Oui, oui. Voilà, c'est tout. Voilà, non mais je dis, voilà, on travaille même des pays comparables. Là, j'ai parlé de l'Asie, mais même des pays comparables. Ensuite, effectivement, à partir du moment où on place le débat sur le plan de la démagogie, tout est possible. Pourquoi s'arrêter à 28 heures? Il n'y a qu'à faire 15 heures, il n'y a qu'à faire la semaine d'une demi-journée, il n'y a qu'à faire le SMIC à 25 000 euros. Votez pour moi. Mais voilà. Non, mais on peut toujours faire mieux. Écoutez, c'est pas sérieux parce que c'est une position idéologique qui est découplée de toute réalité. Malheureusement, c'est le registre qu'a choisi M. Poutou avec son sourire de ravi de la crèche. Ah, lui aussi, décidément, il y en a des. Oui, on a beaucoup de ravis de la crèche aujourd'hui, un peu trop, mais il y en a beaucoup en France. Écoutez, je trouve qu'on lui fait bien l'honneur de le prendre au sérieux. Quoi. Bon, moi, attendez, il y a un président qui pense la même chose que lui, c'est François Hollande, regardez. Bah oui. M. Darmanin, il était ministre, je crois, pendant 7 ans. Il était ministre de tout, d'ailleurs. Ministre du budget, ministre de l'Intérieur. Et voilà qu'il se réveille et qui dit, maintenant, il faudrait faire travailler tout le monde beaucoup plus longtemps, il faudrait faire des jours de carence. Mais c'est quand même ce gouvernement qui a créé la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Et donc, plutôt que de demander effectivement des contributions aux plus fortunés, M. Darmanin dit il faut maintenant faire travailler tout le monde. Voilà, je crois, une politique qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que pensent les Français. Alors, Philippe Poutou a peut-être été... pardon, je suis désolé. Gérald Darmanin a peut-être été ministre de tout. Il est dommage que François Hollande, lui, était président de rien. Voilà. Bon. Personne, surtout. Cela dit, je trouve que Philippe Poutou a raison. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr... Vous qui adorez la Corée. Non, alors, attendez. Ça travaille, ça travaille. Non, attendez. Ce que j'aime en Corée, ce n'est pas forcément les choses auxquelles vous vous attendez le plus. En Corée, il y a un taux de suicide qui est le plus élevé de l'OCDE, c'est-à-dire que le taux de suicide chez les jeunes bat tous les records. Parce qu'ils sont asphyxiés par le travail dès l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que nous, l'équivalent des classes préparatoires aux grandes écoles, en Corée, ça se joue dès les premières années, quasiment dès la maternelle ou le CP. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les bonnes écoles à 7 ans, ce qui départage, si vous voulez, quelqu'un à la fin de la fac, quand ils sont à égalité de diplôme, ils regardent les notes au CP, CE1, CE2, etc. Donc c'est vraiment une société où les jeunes sont en grand désarroi psychologique. Monsieur Poutou a raison. D'ailleurs, je trouve que parfois, il y a des idées qui viennent de l'extrême gauche qui sont à prendre non pas à la dérision, mais des choses qui sont parfois censées... Il se trouve que parfois elles sont matinées d'une idéologie qui vient les gâcher, qui vient les souiller. Mais là, je trouve qu'il entérine finalement un phénomène qui est déjà en train de se mettre en branle, qui est que la valeur travail, qu'on s'en plaigne ou non, est en train d'être révolutionnée. C'est quelque chose qui appartenait essentiellement au XXe siècle, puisque c'est au XIXe siècle qu'elle s'est vraiment établie de manière institutionnalisée, et on voit que cette valeur est en train de finalement perdre de la vitesse, de s'étioler. Alors, je crois qu'il faut se préparer à des sociétés, et c'est vraiment difficile à entendre, parce que ça demande une révolution culturelle importante, à des sociétés où ne travailleront que ceux qui veulent. Vous comprenez ? C'est comme ça qu'on... Non, mais attendez, pour faire tourner une société, pardon, il n'y a pas que ceux qui veulent travailler qui doivent travailler. Regardez par exemple, et c'était très sérieux, non mais je veux dire, Benoît Hamon n'est pas un plaisantin, je veux dire, on peut considérer que c'en est un, mais il avait quand même
eu un certain nombre de voix à l'élection présidentielle. Pas beaucoup. Oui, mais enfin, il était arrivé numéro 1 des socialistes. Oui, il avait gagné beaucoup. la primaire. Oui. Et dans son programme, de manière très sérieuse, aidé par des économistes, il avait proposé par exemple le revenu universel. Or, psychologiquement, le revenu universel prépare les mentalités à la fin de la valeur travail en tant que tel. Sujet dont tout à l'heure on parlait. Si vous voulez, c'est comme l'intelligence artificielle. J'ai pas envie d'en avoir peur puisque manifestement c'est un processus qui est inéluctable. Donc je pense que le plus intelligent est de s'y adapter un peu à l'avance parce que c'est ce qui va arriver de toute façon. Alors regardez ce qu'a dit par exemple Nicolas Sarkozy qui pensait évidemment pas du tout la même chose qu'à l'opposé de François Hollande. Donc il a été interrogé sur la question, c'est il y a quelques jours sur CNews et sur Europe 1. Voilà, les 35 heures ne sont pas effectuées d'après les statistiques. C'est ce que vous souhaitez, Yann Moix. On a entendu 2 discours. Oui. Moi, je ne vais même pas les juger sur le fond. Je vois qu'il y a un discours qui est totalement détaché du principe de réalité qui est celui de M. Poutou. Et celui de Nicolas Sarkozy qu'on peut contester, mais lui qui est basé sur des statistiques, c'est un principe, un concept, les statistiques qui doit faire horreur à M. Poutou. Donc évidemment, quand on est dans le ciel des idées et qu'on veut juste flatter une partie de l'extrême gauche, on peut raconter ce qu'on veut. Simplement, et l'extrême gauche sait qu'elle n'arrivera jamais au pouvoir. Le problème, c'est que quand on est en responsabilité ou quand on veut accéder au pouvoir, il faut tenir compte de la réalité. Et la réalité, c'est qu'il va falloir que nous travaillions plus, et on a déjà eu ce débat, malheureusement, parce qu'effectivement, personne ne le souhaite, mais ce sera une nécessité, l'âge de la retraite reculera. Voilà, donc bien on va mécaniquement, on va travailler plus. Oui, c'est vrai, mais on voit bien techniquement, notamment avec les abus des gens qui refusent d'aller au travail et qui se dissimulent sous des problèmes de santé fictifs, on voit bien qu'il y a un gros problème avec la valeur travail. Donc il vaut peut-être mieux entériner à l'avance des choses qui sont inéluctables, essayer de les penser, plutôt que d'employer des détectifs privés pour foutre la pression aux salariés et les ramener à la schlag au bureau le matin. Oui, c'est une idée, peut-être. On en parlera, tiens, d'ailleurs. Peut-être dans ces... C'est un beau sujet, ça. Ouais, c'est un bon sujet, ça aussi, cher Yann. On le fera demain. Allez, c'est promis. D'accord. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? À condition que le public de demain soit le même qu'aujourd'hui. Ah, ça, on verra. Ah. On me dit que dans le public, il y en a qui ne veulent pas bosser. Il y en a qui veulent revenir, donc vous êtes... Ils ne travaillent pas, mais bien On vérifiera les arrêts de travail. Allez, regardez le résultat de notre sondage. Oui, il vient de s'afficher. C'est une image subliminale. L'avenir, c'est la réduction du temps de travail. Ouais, pour tous et pour tous, 62%. 2 tiers, 1 tiers, oui, voilà. Mais les gens qui répondent, ils ne sont pas au boulot, là. Bah, je sais pas, ils ont le droit de répondre au boulot. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Tiens, regardez. Mais c'est pas le jour des salariés et des parents. Oui, parfois. Mercredi, le jour des enfants et des voleurs. Et pourquoi des voleurs? C'est comme ça. Ah bon? Oui. Vous venez de le décréter, en fait. Non, pas du tout. Ah bon? J'apportais une petite touche de culture générale. Le jour des voleurs, le mercredi? Modeste, très modeste. Ah bon, je ne sais pas sur quel chiffre vous vous basez, mais bon, d'accord. Non, sur la tradition. Ah, c'est la tradition, d'accord. Ok, bon, écoutez, très bien. Allez, on va prendre ça. Et des voleurs, vous avez l'habitude d'étayer vos propos, là, c'est un peu léger en somme. Non, on va dire que c'est le jour des enfants voleurs. C'est le jour des enfants voleurs, pas mal. Allez, autre sujet, il est à 18h36, on est en direct sur C8. En ce moment, tout le monde parle de cette affaire. P. Diddy est accusé de multiples agressions, de trafic sexuel. Il est accusé d'agression sexuelle par 120 victimes, dont des mineurs. Ce qui nous amène... Alors, on ne va pas parler de cette affaire, parce que franchement, c'est glauquissime, mais on va attendre les résultats de l'enquête. Ce qui nous amène à cette question, la célébrité fait-elle péter les plombs? Évidemment, ce n'est pas que sur les scandales sexuels, mais en général, on a des vidéos, on va vous remontrer des vidéos, quelque chose d'incroyable, on va en parler juste après cette vidéo. P. Diddy, connu aussi sous les surnoms de Puff Daddy, Diddy ou de son vrai nom Sean Combs, est un rappeur et producteur américain âgé aujourd'hui de 54 ans. Et donc, le 17 septembre dernier, on en parlait, il a été placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Il est donc accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent pour violer ou agresser sexuellement plus de 100 personnes avec de la drogue, de l'alcool pour obtenir leur soumission. On en avait parlé à la une des actus du jour la semaine dernière, car 120 nouvelles personnes l'accusaient et annonçaient l'attaquer en justice. C'est absolument épouvantable. 18h37, on est en direct. Folie, excès, dérive. La célébrité fait-elle péter les plombs? Attention, vous pouvez réagir, c'est vous. Et évidemment, dans le public aussi, nous avons voté. Et la réponse... je crois qu'on dit tous oui. On dit tous oui, on est atterré par avec cette des affaire, bémols. Avec des bémols, bien sûr, mais parfois, effectivement, quand on n'est pas armé, qu'on se retrouve propulsé sous la lumière du jour au lendemain, parfois, il y en a certains qui ont du mal à gérer. On peut le comprendre, parce que c'est très contre nature, finalement, non, Eric? C'est-à-dire que quand on est célèbre, on accède à une sorte de monde parallèle tout à fait inattendu, où on a le droit à des choses, il y a des privilèges, on est traité d'une manière différente. Et pourtant,
enfin en apparence, on est la même personne, mais on a changé de statut. Bon, alors dans mon cas, c'est très modeste, c'est-à-dire que si j'oublie ma pièce d'identité, on va quand même me donner le paquet à la poste. Vous voyez, c'est pas foufou. Mais vous avez des privilèges de ouf. Alors oui, ça donne pas le. Alors que moi, si j'ai ma pièce d'identité, quand ils me reconnaissent, ils me le donnent pas. Oui, ça dépend aussi de la personnalité, bien entendu. Mais quand vous, ce petit exemple anecdotique, c'est vous avez le droit à, je sais pas, entrer dans certains lieux, vous pensez que vous respectiez les gens, mais au fond, maintenant, les femmes, vous n'avez qu'à vous servir, en fait, c'est une marchandise comme une autre. Voilà, il y a une sorte de... c'est ce qui se passe avec notre... non, mais d'accord. Ce qui se passe avec notre droit, et d'autres. Pas toutes les célébrités. Non, mais d'autres. Si, ils pètent beaucoup les plombs à cause de ça, parce qu'ils ont une impression d'impunité, c'est que c'est presque faire honneur que de draguer lourdement une femme. Comment ça se fait qu'elle résiste, qu'elle n'est pas flattée, je suis machin ou je suis truc, et ça finit par créer une sorte de drogue, un peu comme l'adrénaline, qui finit par fausser l'entendement et à vous faire vivre dans une dimension parallèle. Oui, Yann. Alors, la question est un peu ambiguë, parce que péter les plombs, ça veut dire quoi? Je me souviens, par exemple... Tomber dans des excès. Oui, parce que péter les plombs, par exemple, je me souviens d'une vidéo qui tournait avec Mélanie Laurent, qui n'a jamais eu d'excès, people, etc., mais qui était arrivée une sorte d'auto-idolâtrie de sa personne, et qui se voyait comme la plus grande actrice de tous les temps depuis Rita Hayworth, et elle était ridicule. Mais c'était un pétage de plomb d'elle à elle-même, donc elle ne faisait en fait peur à personne. Là, si vous voulez, oui et non. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de croiser mon ami Gérard Lanvin, qui est quelqu'un de très très célèbre, qui et qui est quelqu'un d'une normalité, d'une gentillesse et d'une simplicité telle que parfois la grande célébrité à l'intérieur d'un corps sain, ça donne zéro pétage de plomb. Et peut-être même moins, Pascal, que le pétage de plomb propre à tous ceux qui sont célèbres dans le périmètre de leur quotidien. Aujourd'hui, avec la massification des selfies 24 heures sur 24, chacun veut jouer à la célébrité. C'est vrai. Chacun veut pouvoir s'octroyer le pétage de plomb parce qu'il se fait accroire qu'il est célèbre en quelques clics qui vont tourner sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos, etc., qui vont en fait faire d'eux une célébrité warholienne pendant un quart d'heure. Mais la réalité, la question à se poser est-ce que le tempérament de celui qui est propice à péter les plombs est propice à ce qu'il devienne connu, ou est-ce que c'est le fait d'être connu qui fait qu'on pète les plombs? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi des psychologies qui sont faites pour être connues, parce que le pétage de plomb est en fait leur nature profonde. Regardez Britney Spears, évidemment. Alors, on en a sélectionné quelques-unes. Est-ce que vous vous souvenez de Britney Spears, sa vidéo avec des couteaux? Vous vous souvenez? Regardez. Mais ça, Pascal, c'est un... Ça a fait énormément réagir, elle s'est fait raser la tête et tout ça. Elle a eu de toute manière une enfance difficile. Mais Pascal, c'est un très bon exemple. Vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Parce que c'est le genre de vidéo qu'elle aurait pu faire avant d'être connue. Et c'est parce qu'elle était capable de faire ce genre de vidéo qu'un jour, elle a été sans doute connue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour accéder à un niveau de célébrité, il faut une sorte aussi d'inconscience, de folie intérieure. Et donc, la bille, parfois, arrive soit au ratage complet, et on fait ça pour rien, mais aussi, ça arrive parfois à la célébrité, en fait, qui est l'aboutissement d'une forme de démence, mais parfois sauf, pas une démence grave. Alors pas de démence. C'est surtout intéressant de rapprocher Britney Spears de Gérard Lanvin. Parce que c'est quoi la différence? C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose avant de devenir célèbre, qui a eu une vie. Il est au plus de Saint-Ouen. Oui, c'est ça. Ça met les pieds sur terre. Après, même quand on devient célèbre, je pense qu'on garde les pieds sur terre. Là, on a affaire à des gens de plus en plus jeunes qui parfois accèdent à une hyper-célébrité. Ils sont très mal entourés par leurs parents, parfois. Non, mais même, ils n'ont aucun repère dans la vie et ils entrent dans une dimension parallèle sans avoir connu la dimension normale. Ça donne des résultats comme ceux. C'est la colonne vertébrale qui compte. La colonne vertébrale. Regardez le prince Harry. On s'en souvient de cette photo aussi qui avait fait le tour du monde. Il s'était déguisé avec ce brassard nazi. On était allé très très loin. Le prince Harry qui a fait toutes les bêtises de la Terre. Là aussi, est-ce que c'est ça la célébrité ou son enfance un peu particulière qui... Là, c'est différent parce qu'il est né dans la célébrité comme Obélix est né dans la potion magique. Voilà. Donc là, c'est complètement différent. C'est pas un processus. Si dans le pétage de plomb, il y a aussi celui qui n'a rien été pendant des années et qui tout d'un coup se rembourse. C'est pas qu'il se venge. C'est que, si vous, d'une certaine manière, il y a une différence entre la revanche et la vengeance. Le mec célèbre ne se venge pas. Il prend sa revanche.
Lui, il est tombé dans le bain de la célébrité tout de suite, donc en fait, il ne sait pas ce que c'est que de ne pas être célèbre. C'est encore un cas de figure différent. Et Loana, par exemple, dans TPMP, Loana, évidemment, star du loft, qui du jour au lendemain, là, parce que là, la célébrité est très violente, puisqu'elle était enfermée, puis du jour au lendemain, elle n'était personne, elle devient connue dans toute la France. Elle aussi, elle a raconté sur TPMP sa descente aux enfers. À un moment, t'as vraiment plongé dans la drogue. Oui. Tu dis à un moment que tu prenais de la drogue au petit déjeuner. Oui. Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool le matin au réveil, ben moi je prenais de la drogue au matin au réveil. Tu prenais quoi? De la cocaïne. C'est-à-dire donc le matin au réveil, tu te réveillais? Et j'en prenais un trait, ouais, jusqu'au soir. Pascal, excuse-moi Eric, une petite précision, c'est que là encore, c'est une forme de célébrité qui est toute particulière parce que dans les célébrités dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la célébrité du faire. J'ai fait quelque chose, donc je suis célèbre. Là, c'est la célébrité du être et du paraître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre qui va avec, donc c'est des célébrités qui vous tombent dessus pour rien. Et si tous les gens du loft sont devenus... surtout certains ont eu des parcours difficiles, c'est aussi parce qu'ils savent que leur célébrité n'est corrélée qu'à du vide et du néant. Et ça, c'est une célébrité atroce. Ça va encore plus loin que ça. D'abord, il y a eu un autre passage de Loana à TPMP qui était encore plus douloureux, parce qu'elle n'arrivait vraiment plus du tout à parler. Et ensuite, en effet, elle est passée par une forme d'essoreuse bizarre, puisque auparavant, pour rebondir sur ce que disait Yann, auparavant, on devenait célèbre pour ce qu'on faisait d'excellent. Et là, ces gens-là sont devenus célèbres pour montrer le pire d'eux-mêmes. Dans le loft, ils montraient en fait le pire d'eux-mêmes et même le pire de l'humanité. Il n'y a pas d'œuvre. Non, il n'y a pas d'œuvre, mais c'est surtout, tu dois montrer les mauvais côtés de toi-même au lieu de montrer les bons côtés de toi-même. Donc effectivement, ça, plus la vie qu'elle a menée après, où tout d'un coup, elle devient une people, toutes les portes s'ouvrent, l'alcool, l'alcool cool, la drogue. Parce qu'elle n'a pas été initiée, accompagnée. Et en plus, ils ont de l'argent. Eric, je ne sais pas si tu te souviens, mais un jour, les lofters étaient tous sortis du loft. Et je me souviens d'un lofter qui s'appelait David, je crois un Marseillais. Et en fait, on lui demandait donc ce qu'il voulait faire. Donc certains disaient, je voulais une émission de radio sur Europe 1, etc. Et lui, il voulait faire un film avec David Lynch. Donc ça montre bien quand même la dinguerie qui peut naître d'une célébrité qui vous tombe dessus sans raison. Est-ce que vous vous souvenez de Will Smith? Alors là, on est à la cérémonie des Oscars. On est le 27 mars dernier. Will Smith qui gifle le comédien Chris Rock parce qu'il avait fait une vanne sur la coupe de cheveux de sa femme. Regardez, vous vous souvenez de cette affaire? Will Smith qui avait accordé une interview à la chaîne Fox 5 et qui avait évoqué cet incident. Vous savez, je comprends parfaitement si quelqu'un n'est pas prêt. Je respecte complètement ça. Et je leur laisse le temps d'être prêts. Ma plus grande crainte, c'est surtout pour mon équipe. Et mon plus profond espoir, c'est que mes actions ne les pénalisent pas. Donc en ce moment, c'est sur ça que je travaille, et c'est ce que j'espère vraiment. Et c'est génial, parce qu'il ne présente pas ses excuses, mais il pense à ses équipes en disant « Ah, il va y avoir des conséquences ». C'est plus insupportable que l'incident. Cette langue de bois, avec le mot respect. Ah oui. Respect, et je travaille, et j'espère que mon entourage et ceci et cela. Moi, je préfère quand il pète les plombs. Parce que là, au moins, il y a une forme de sincérité, tandis que là, il y a une forme d'insincérité. Cela dit, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus fort. Dites-moi. C'était de monter et de rendre hommage à toutes les femmes qui ont un cancer et qui souffrent. Et je peux vous dire que Chris Rock se serait dévitalisé en disant voilà, je vais pas vous gifler, je suis contre la violence. Le cancer est lui-même une violence. Je suis contre la violence. Celle qui procède du coup de poing envers les imposteurs comme vous et celle qui procède de la tumeur envers les femmes comme la mienne. Non, mais c'est vrai, c'est très beau ce que vous dites. Vous avez raison, ça c'était une preuve d'intelligence. Effectivement, il l'aurait mis KO autrement, avec des mots et de l'élégance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. À demain.